Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après la victoire de Remco Evenepoel sur le championnat du monde Elite Homme. On va donc revenir sur ces championnats du monde dans leur ensemble, dans leur globalité. On va faire un petit peu un débriefing un peu plus à froid de la course Elite Homme remportée par Remco Evenepoel avec également la médaille d'argent française de Christophe Laporte. On va revenir donc sur la façon dont Evenepoel a façonné sa victoire, sur la tactique de l'équipe de France qui a été très active, on y reviendra bien évidemment. Et on abordera également, bien sûr, les autres courses qui ont eu lieu ces derniers jours, avec notamment la course en ligne remportée par Annemiek van Vleuten, qui est allé chercher un deuxième titre mondial, et également les courses jeunes. Pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Alex tout d'abord, salut Alex. Salut. Alors Alex, pour préciser, la semaine dernière tu avais donné Michael Matthews comme favori, eh bien il est à nouveau monté sur le podium, mais comme l'avait dit Johan et Geoffrey, seulement le podium. Ouais. J'avais dit que rien de moins que le podium était une exception, il a fait 3ème, c'est très bien. Eh ben voilà, tu n'es pas déçu, c'est parfait. On complète l'équipe avec Louis qui a passé toute la semaine sans dormir à peu près, à regarder toutes les courses. Salut Louis. Salut Mathieu, en effet le dimanche soir est le bienvenu après une semaine très chargée et des nuits très courtes. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu maintenant. Et on complète l'équipe avec Théo. Salut Théo. Salut à tous. Et bien voilà, vous savez tout. Attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. On va donc, pour commencer, parler bien évidemment de la course en ligne Elite Homme remportée par Remco Evenepoel, qui a fait un raid solitaire de 25 km après être sorti du peloton à 5 tours de l'arrivée à peu près, dans un groupe lancé par Quentin Paché, en ascension du Mount Pleasant. Il s'est ensuite isolé avec d'abord Alexei Lutsenko avant de finir tout seul sur les 2 derniers tours du circuit. Il finit avec 2 minutes 21. C'est une avance très importante pour un championnat du monde, c'est l'avance la plus importante depuis 1968, c'était Vittorio Adorni qui s'était imposé en cette année-là, c'est vous dire donc l'importance de l'avance prise par Remco Evenepoel ce dimanche. Alors donc, Remco Evenepoel, j'ai évoqué rapidement l'effet de course, la façon dont il est sorti du peloton, dont il s'est échappé pour finir en solitaire, notamment sur la partie où il se retrouve dans ce groupe très conséquent lancé par l'équipe de France et Quentin Paché à 4 tours et demi de l'arrivée. À partir de là, pour lui, c'était plus ou moins le scénario de course parfait, non ? Ouais, bah il a bien joué le coup en fait. Il était bien placé au moment où il y a la cassure, enfin il y a le forcing qui a été fait. Et après, il s'est retrouvé dans un groupe où c'était le plus fort et assez largement. D'ailleurs, il était probablement le plus fort de la course, mais là, justement, il s'est isolé de tous les autres potentiels favoris. Et après, il a fait ce qu'il sait faire. Hein. C'est vraiment une victoire à la Remco Evenepoel. Il part un peu de loin, il est le plus fort d'un gros groupe d'échappés ou d'un groupe d'échappés, et il s'échappe en solo et personne ne peut tenir. Classique. C'est sa spécialité un peu, ouais. Ouais, il est trop fort pour ça. Louis, Alex, qu'est-ce que vous en avez pensé des faits de course par rapport à Remco Evenepoel dont il a su en profiter ? Il était juste trop fort, quoi. Evenepoel a fait du Evenepoel, j'ai envie de dire. Il était juste surpuissant, il a fait sauter la course à différents endroits. Il a explosé Lutsenko à très, très très loin de la ligne, et ensuite il était juste trop fort. C'était une démonstration, tout simplement. Est-ce que tu penses, comme Thomas Vauclair, que peu importe les scénarios de course, peu importe comment ça se serait passé, Evenepoel aurait quoi qu'il arrive gagné ? Peut-être pas quoi qu'il arrive, mais j'ai du mal à voir un scénario de course où il ne gagne pas juste avec l'énorme performance qu'il a réalisée. Moi, je vois quand même un scénario où il gagne pas, quand même. Je pense que je pense pas que c'est le plus fort sur les 2 dernières bosses, par exemple. Si il faut faire l'écart sur les 2 dernières bosses, je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire.
Mais justement, il n'a pas eu besoin de faire ça et c'est là où il était trop fort en fait. Physiquement, il était probablement le plus fort de tous, mais il aura eu du mal, je pense, à sortir un Van Aert, tous les meilleurs, même Honoré qui paraissait très fort, etc. Un Pogacar de sa roue, je pense. Moi, justement, je vois bien, enfin, c'est que de la supposition parce qu'au final, on ne l'aura jamais vu, mais le scénario où il arrive à suivre les attaques de Puncher dans la bosse et il sort au sommet de la dernière parce que ça se marque et il prend de l'avance, il finit tout seul. Enfin, typiquement, Ouais, c'est possible aussi. ça, Ouais, c'est c'est vrai. typiquement possible vu la puissance qu'il arrivait à dégager sur les relances. C'est un peu ce qui aurait pu se passer si tout s'était joué dans le dernier tour. Donc bon, déjà vous êtes d'accord pour dire que Remco Evenepoel était assez largement le plus fort sur cette course. Oui, je suppose, oui. C'est très difficile de dire le contraire en fait. En fait, de tous ceux, c'est le seul qui a fait une démonstration de force. En fait, tu vois les autres, les leaders à l'avant, enfin ceux qui étaient dans le peloton, ils ont pas fait d'écart. Il y a personne qui a réussi à creuser un écart. Lui, voilà, il a prouvé qu'il était très très fort et c'est le seul à l'avoir fait. Donc oui, c'est une démonstration de force et il était plus fort. Après aussi sur la façon dont il a gagné, dont il allait chercher son succès, Théo, tu l'as un petit peu évoqué, j'en discutais un peu aussi avec Johan sur Twitter, qui me faisait la réflexion, il comparait un peu Evenepoel à Fabian Cancellara il y a plusieurs années sur les classiques, c'est-à-dire c'est le genre de coureur qu'il faut jamais laisser partir, il faut jamais lui laisser le moindre espace, parce que c'est tellement un bourrin, il a tellement de force, de puissance, que quoi qu'il arrive, il va en profiter et il va aller très très loin. Ouais, c'est ça, il est trop fort et je trouve que la comparaison avec Cancellara est quand même bienvenue. C'est pas le même type de coureur, mais en fait, factuellement, quand tu vois les classiques qui gagnent et la façon dont tu les gagnes, c'est sûr que ça y ressemble. Et ouais, il est trop, enfin, il est vraiment, c'est le seul à pouvoir gagner autant de courses comme ça, je pense. Bon, en effet, hein, on l'avait dit, il a gagné à de nombreuses reprises dans ce style en partant de très loin et en insistant en solitaire jusqu'au bout. Après, il y a aussi le fait que une fois le groupe de 25-30 coureurs partis, avec notamment Evenepoel, qui n'était pas tout seul, un côté belge, avec notamment Quinten Hermans, le peloton derrière, c'est pas forcément super bien organisé. Est-ce que le peloton, en s'organisant, aurait pu réussir à revenir sur Remco Evenepoel ou Remco Evenepoel, finalement, désorganisation ou pas, il aurait quand même gagné? C'est compliqué, vraiment se prononcer là-dessus. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment eu de poursuite qui s'est installée dans le peloton. Enfin, une fois que Sénéchal a été repris, il a tenté de combler l'écart qu'il a créé lui-même. Bon, on y reviendra plus tard, mais c'était pas suffisant. Je crois, il me semble de souvenir que les Anglais essayent de mettre en place quelque chose, mais ils avaient tout simplement pas les forces pour revenir sur Evenepoel. C'était trop tard. Dans les nations qui ont roulé, on a eu notamment les Espagnols dans un premier temps. Ensuite, on a vu à quelques moments les Britanniques. Après, bon, faut avouer que c'était pas non plus facile de savoir qui roulait vu le peu d'images qu'on avait. Mais on avait une bonne partie du peloton qui roulait pas vraiment. Un peloton assez écarté, élargi, sans personne qui prenait vraiment le manche. C'est pas pour manquer de respect aux Espagnols, mais excuse-moi, c'est pas eux qui allaient faire revenir sur le groupe. Si le peloton derrière s'est enterré, il y avait peut-être les Italiens pour combler, mais ils avaient des éléments de vent, donc ils ont jamais pris la course en main. Peut-être les Australiens, mais c'est pareil, ils avaient du monde devant de mémoire. Il me semble qu'ils avaient Jay Hindley notamment. Non, en fait, il y a simplement pas eu l'organisation derrière pour tenter de revenir. Et une fois que ce groupe a pris une minute, c'était déjà trop tard. Et justement, pourquoi le peloton il a pas réussi à revenir? Pourquoi il a pas réussi à s'organiser? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune sélection qui pouvait prendre les choses en main, que ça soit collectivement ou tout simplement parce que voir qu'ils avaient été capables de combler un écart. Il y avait peut-être simplement l'équipe de France en fait. Sauf que l'équipe de France avait déjà 3 coureurs devant et que collectivement, c'était pas forcément à eux de rouler puisqu'ils avaient des éléments de vent. Bon, au final, ça s'est avéré que c'était pas les meilleurs et qu'ils payaient dans la dernière partie de course. Mais en fait, il y avait simplement personne pour prendre les choses en main. Bah c'est ça, ouais. En fait, le groupe était tellement grand que chaque équipe avait un peu une excuse pour ne pas rouler. Ils avaient quasiment toutes les grosses équipes avaient un coureur devant et du coup ils se disaient bon bah lui c'est un peu notre chance, il est pas mauvais, vas-y on n'a pas besoin de rouler. Et du coup ça fait que bah ouais il y a personne qui a vraiment
pris le manche du peloton. Il y a eu un moment où je pense que ça aurait pu revenir, ou en tout cas vraiment combler bien l'écart, parce que c'est au moment où il y a Madouas qui fait la côte à fond aux alentours des 40 bornes. Mais en fait, là, il bouge genre 50 secondes juste sur la montée. Et le problème, c'est qu'après, ça se relâche complètement et il y a tout le monde qui revient de derrière. Et là, par contre, ils reperdent la minute, en fait, les 50 secondes qu'ils avaient prises, ils ont reperdu et c'est là où Remco se barre. Parce que c'était en train de se regarder dans le groupe de tête et du coup, l'écart a chuté rapidement et ça aurait pu encore chuter et peut-être même les revoir. C'était ce moment-là, je pense. C'est le seul moment où où on aurait pu revenir dessus, je pense. Oui, c'était dans le Mount Pleasant à 3 tours de l'arrivée, où justement les équipiers qui restaient encore devant et qui roulaient, notamment Peter Serry et Simon Pello, mais on avait eu également Florian Sénéchal pour l'équipe de France. Ces coureurs-là avaient craqué, avaient explosé, donc il n'y avait plus personne pour rouler, faire le rythme. Et donc, avec l'accélération de Tadej Pogacar, puis surtout de Valentin Madouas, on était revenu à 1,10, mais l'écart est reparti aussi vite dans le sens inverse. Et après, c'est vrai que pour dire les principales nations qui avaient justement des coureurs à l'avant, on avait l'Italie, vous l'avez dit, avec Lorenzo Rota, il y avait Nicolas Conti également, du côté de l'équipe de France, bien évidemment, Pavel Sivakov, Quentin Paché, Romain Bardet. On avait également la Slovénie qui avait Jaka Primožič et Jan Tratnik. La Belgique, bien évidemment, avec Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Peter Serry. On avait les Suisses. Stan de Wolf. Stan de Wolf qui a fait un gros taf. Stan de Wolf, bien évidemment, aussi, tout à fait. On avait les États-Unis avec quelqu'un devant. On avait les Britanniques également. Enfin, donc, finalement, on était presque un peu un paradoxe, à savoir qu'on avait quasiment toutes les équipes qui avaient un coureur devant, mais la seule qui avait un favori, c'était la Belgique. Pas Lutsenko, quand même. Après, c'est pas vraiment le Kazakhstan, je crois qu'il était tout seul. Mais... Oui, ça, c'est pas un favori, mais par contre, c'était le meilleur coureur de son équipe, enfin de sa nation. Oui, c'est ça. De toute façon, ces deux coéquipiers n'ont pas fini la course, même s'il y a plein de raisons pour ça. Mais voilà, ils étaient que 3 au sein de l'équipe de Kazakhstan. Donc après, oui, s'il y a seulement Alexei Lutsenko pour le Kazakhstan, qui est l'autre leader de son équipe qui était présent dans ce groupe, c'était aussi l'avantage de Remco Evenepoel d'être la seule carte principale de son équipe dans ce groupe, un petit peu. À voir, moi j'aurais pu penser qu'un Quinten Hermans aurait pu également être carte. Et d'ailleurs, on a vu qu'il n'a pas vraiment roulé pour Remco. Donc c'était une potentielle, enfin c'était une éventualité. Bon, finalement, Remco trop fort. Mais je pense que s'il y avait surtout, de toute façon, c'est ceux qui ont le plus roulé, hein, c'est De Wulf et Serry qui ont fait le travail pour Remco et je pense qu'ils ont vraiment œuvré en partie quand même pour cette victoire. Enfin, ils ont été importants dans cette victoire. Et alors justement, bon, outre le fait de dire que Remco Evenepoel était le seul favori, leader à peu près présent dans ce groupe de tête, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé seul Cador à l'avant c'était à plus de 70 km de l'arrivée, mais quand même, Remco Evenepoel l'a dit lui-même en interview après course, il y avait une répartition des rôles entre lui et Wout van Aert. Le rôle d'Evenepoel, c'était de partir tôt, comme il l'a dit. Wout van Aert, c'était d'attendre, de suivre et d'attendre le sprint. Pourquoi est-ce que d'autres coureurs d'autres cadors ne se sont pas glissés dans ce gros groupe? Personnellement, je pense que il y a l'équipe de France qui manque de vigilance à ce moment-là et Bardet était le meilleur des Français devant, mais je sais pas si tu veux y revenir encore un peu plus tard là-dessus, mais par exemple, je pense qu'un Madouas ou un Cosnefroy aurait été plus bénéfique pour la France devant. Ça aurait été des cartes plus fiables que Bardet qui avait déjà travaillé en début de course dans le Mont Keira pour dynamiter tout ça. Et peut-être après, dans les autres nations, si tu regardes, c'est beaucoup des sprinter punchers qui avaient intérêt à attendre la fin de course pour se dévoiler. Alors, il y avait peut-être Tadej Pogacar aussi qui a manqué le coche. Un coup comme ça lui aurait permis de jouer la victoire. Mais il était certainement mal placé et il a loupé le coup. Mais si je regarde les autres nations, par exemple l'Italie avec des Trentin Bettiol, c'était peut-être encore un peu tôt et ça ne l'aurait pas fait. Les Norvégiens avec Christophe, c'est pareil, c'était trop tôt. Matthews, pareil, il fallait attendre le sprint. Voilà, c'est un peu ça. Les autres équipes manquaient d'un élément un peu plus grimpeur, un peu plus endurant pour ne pas attendre le sprint et tenter d'être dans ce coup qui part de loin et avec une chance de se battre avec Remco. Bon, donc c'était surtout le fait de situations qui n'avaient pas
Finalement, tant de leaders qui avaient intérêt à miser sur ce style de course à anticiper très loin, donc. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une histoire de composition d'équipe, je pense. Voilà. Allez, à la limite, l'Espagne, par exemple, avec un Solaire, aurait eu intérêt de le placer dans le groupe-là et de pas attendre le sprint avec un Garcia Cortina, bon, qui prend une 11e place qui restera anecdotique par rapport aux résultats. Mais voilà, les autres sélections n'avaient pas tout simplement les forces pour partir aussi loin et ne pas miser sur simplement le sprint. Donc c'est là aussi qu'il faut, mine de rien, saluer quand même la tactique de la Belgique et le fait que Remco Evenepoel est bien flairé à sentir ce coup. Il y avait eu pas mal de critiques en Belgique après la tactique employée l'année dernière. Là, cette année, ça a été beaucoup plus efficace, on peut le dire, et puis en plus avec ce numéro physique de Remco Evenepoel. Et justement, concernant Remco Evenepoel, donc qu'est-ce qu'on va le plus retenir, sa démonstration physique, le fait de sentir tactiquement que c'est le bon coup à prendre pour anticiper, qu'est-ce que vous diriez de la performance du Belge? Tout quand même. Enfin, c'est un tout au final. C'est l'intelligence de course de partir à ce moment-là, la gestion de son effort qui au final était très 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 bonne, et juste la pure performance physique du fait de ses attaques répétées et de son gros numéro avec Lutsenko puis ensuite en solitaire. C'est dur de ne pas prendre en compte toutes les circonstances de course quand on parle de la performance d'Evenepoel. Et puis en plus, ça vient clore une saison incroyable pour le Belge, qui avait notamment remporté Liège-Bastogne-Liège, la Classica San-Sébastien, le Tour d'Espagne et maintenant donc championnat du monde. Comme il le disait lui-même, compliqué de faire mieux dans une saison, quoi. Un monument, grand tour, championnat du monde, je sais pas depuis quand ça date qu'un quoi ait en effet autant, mais ça doit pas être d'hier. En tout cas, le fait de remporter Vuelta et championnat du monde la même année, c'est inédit. Donc déjà, c'est performance historique à ce titre, et le premier à le faire. Et puis également, il me semble que sur une carrière, il est le deuxième coureur, après Greg LeMond, à avoir été champion du monde junior et champion du monde élite également. Théo, Louis, quelque chose à rajouter sur la performance de Remco Evenepoel? Non, moi je suis plutôt d'accord avec Alex, hein, c'est quand même un tout. C'est une victoire globale. Peut-être si je devais retenir un truc, c'est con à dire, mais je pense que c'est peut-être l'écart qu'il a quand même avec le second. 2 minutes 20, c'est quand même pas souvent qu'on voit ça dans un championnat du monde, voire rarement. Tu l'avais dit, c'était je sais plus 1950. 68 la dernière fois. 68. Donc voilà quoi, c'est pas tous les jours comme je viens de dire. Donc ouais, c'est costaud et ouais, non, rien d'autre à dire. C'est costaud et on va dire que ça correspond bien au coureur qui est Remco Evenepoel. Ouais, clairement. À présent, on va parler de l'équipe de France. Vous avez commencé à évoquer le sujet, l'équipe de France qui a été assez active, déjà ne serait-ce que en lançant des premières attaques dans l'ascension du Mount Keira avec Pavel Sivakov, avec Romain Bardet, alors qu'on était quand même à bien plus de 200 km de l'arrivée. Ensuite, c'est l'équipe de France également qui relance le coup où se glisse Remco Evenepoel pour la victoire avec l'accélération de Quentin Paché à 75 km de l'arrivée, qui revient ensuite sur l'échappée. Mais finalement, il n'y a pas la victoire, puisque c'est Remco Evenepoel, et ça finit par avoir cette médaille d'argent un peu surprise, parce que avec le scénario qu'on avait au sommet des derniers passages du Mont Pleasant, on s'attendait pas à voir le peloton revenir, mais donc médaille d'argent pour Christophe Laporte. Si on revient sur la tactique qu'a mis en place Thomas Vauclair au sein de l'équipe de France, et le fait d'avoir justement lancé ce groupe de 25-30 coureurs, où il y avait Remco Evenepoel, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière peut-être que l'équipe de France a été pris à son propre piège en lançant cette offensive? Moi, personnellement, d'abord, j'ai juste pas envie de leur jeter la pierre. J'ai vu pas mal de trucs négatifs. Moi, je trouve que c'est la seule équipe qui a vraiment tenté des trucs dans cette course pour essayer que la Belgique ne gagne pas, parce qu'à la base, c'était quand même Van Aert le favori. Et du coup, j'ai pas envie de leur jeter la pierre. Donc oui, ils ont tenté un coup. Bon, ce que Vauclair a dit, et c'était vrai, c'est qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde qui suivent, dont Evenepoel. Et c'était là le problème, c'est qu'en fait, s'il y avait Evenepoel, un coureur comme Evenepoel, il aurait fallu mettre un Madouas ou un Cosnefroy dans l'histoire. Bon, bah ils l'ont pas fait, mais franchement, je pas envie de leur jeter la pierre, pas envie de leur dire que c'était pas bien. Genre, justement, je trouve qu'ils ont très bien couru avec des erreurs par moment, mais en règle générale, je trouve que l'esprit était bon et moi je suis pour des consignes des courses comme ça. Louis, Alex, vous retenez pas le négatif, vous êtes pas négatif comme de la même manière que Théo?
On est Ouais. un peu obligé de retenir le négatif quand même, j'ai l'impression, parce que c'est quand même le gros point noir. En fait, c'est la tactique de l'équipe de France. Moi, je suis d'accord que c'est qu'elle a été bonne, c'est que c'était une équipe qui a tenté des trucs. C'est pas comme d'autres équipes qui étaient là, ouais, non, on va rien faire. Au final, on va juste attendre. Ça aurait été rapidement très chiant. Et ils ont eu le mérite de tenter. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, ils se sont fait un peu prendre à leur propre piège. Lors de l'attaque, il y a Evenepoel qui suit. Et derrière, la France n'a pas mis Madouas, ils n'ont pas mis Cosnefroy. Bon, c'est vrai qu'on peut leur en vouloir un tout petit peu. Mais bon, je suis assez d'accord sur le fait que pour moi, c'est pas très rédhibitoire dans le sens où ils ont tenté et ils ont tenté tout le long. Ils ont même tenté une fois qu'ils se sont rendus compte, ah oui, merde, on s'est fait piéger. Bah, on va juste pas se morfondre et on va tenter de revenir. On va tenter de jouer la carte Laporte. Bon, on va faire de notre mieux. Madouas, il va rouler. Madouas a repris 50 secondes d'un coup. Ils ont ramené le sprint. Enfin, l'équipe de France a fait une très belle performance. Ils ont été actifs tout au long des championnats du monde. Et je pense que au-delà de la déception qu'il n'y ait pas eu de victoire, je pense que la deuxième place, compte tenu des circonstances de course, elle est quand même excellente. Et après, justement, vous parlez du fait que, avec Remco Evenepoel dans ce gros groupe, ça aurait été intéressant d'avoir un Cosnefroy, un Madouas ou même un Alaphilippe, comme disait Vauclair. Est-ce que ces coureurs-là auraient réussi à suivre Evenepoel sur le plat déjà, au moment de son attaque? Sur le plat, je sais pas, mais en tout cas, déjà, faut revenir à la base, c'est que si on a un Cosnefroy ou un Alaphilippe qui suit le groupe Evenepoel, je pense que derrière la réaction du peloton n'est pas du tout la même et ça aurait couru sur les Français et finalement, je pense que le groupe ne serait même pas parti. Mais ça, je crois que le Vauclair l'a dit d'ailleurs dans sa réaction, c'est que on a beau refaire le film de la course, ok, on aurait peut-être mieux fait de mettre Cosnefroy. Moi, à titre personnel, je pense que c'était Madouas à caser dans le groupe et parce que c'était un corps qui était encore préservé à ce moment-là et qui est endurant, capable de suivre Evenepoel sur un long effort. Enfin, peut-être par exemple plus longtemps que ce qu'a fait Lutsenko au moment où Evenepoel part, mais à la Philippe ou Cosnefroy, ça aurait été difficile de les caser. Mais là, on peut raisonner de la même façon avec Evenepoel. C'est pourquoi aucune équipe n'a réagi, tout simplement, déjà parce que la France était trop représentée devant et personne n'a contrôlé. Mais voilà, on peut refaire le film du scénario plein de fois. Moi, je suis super fier du comportement de nos coureurs. Depuis que Vauclair est en place, j'ai jamais pris autant de plaisir à suivre l'équipe de France sur les compétitions internationales. Alors peut-être que les coureurs sont meilleurs qu'il y a 10 ans, ça c'est clair, mais au niveau tactique, on est acteur. Le bilan comptable de Vauclair à la tête de la sélection, il est excellent, il y a très peu de ratés. Et honnêtement, voilà, les coureurs, ils ont rien lâché. En tout cas, nos Français, ils ont fait la course du monde Keira jusqu'à la fin, même au moment où on pensait que c'était mort. Moi, j'y croyais absolument plus. Je me dis même, bon, on mettrait aucun mec dans le top 10 alors qu'on a été acteur de la course. Voilà, ça reflète pas forcément le résultat. Puis finalement, les mecs n'ont rien lâché jusqu'au bout. Cosnefroy, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on l'a pas totalement vu, mais ils ont été énormes avec Madouas pour mettre la porte dans de bonnes conditions pour le sprint. C'est le symbole de cette équipe qui n'a rien lâché et qui vient chercher une médaille d'argent qui est un lot de consolation, mais qui vient quand même récompenser la belle course collective, certes avec des erreurs, mais une belle équipe de France et ça laisse de bons présages pour les prochaines éditions où on va arriver avec le couteau entre les dents et l'envie de prendre une certaine revanche sur cette défaite, une défaite voilà contrastée parce que peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais en même temps on tombe sur un élément tellement fort qu'est Remco Evenepoel que finalement voilà on peut pas avoir trop de regrets. Donc vous n'êtes pas négatif, il y a plus de positif dans le fait que l'équipe de France a été actrice de cette course, comme depuis que Thomas Vauclair est en place à peu près, et aussi de rejoindre un peu ce que dit par exemple Christophe Laporte, de fait que finalement on peut pas gagner à tous les coups, quoi. C'est un peu ça. Ça serait trop simple si on pouvait gagner à tous les coups. Ça serait PCM en partie, ça serait PCM en mode facile, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. PCM en mode facile, tu prends la France, c'est sûr que tu gagnes à tous les coups. Mais non, en vrai, oui, c'est une évidence, mais en même temps, c'est la vérité. Et je trouve qu'il faut plus retenir la façon dont on a couru et le fait que ça, franchement, moi, je salue ça. Surtout, en fait, ce que je salue, c'est surtout le contraste par rapport aux autres équipes, en fait. C'est que c'est la seule équipe à avoir vraiment couru, en fait. Les autres, je les ai jamais quasiment rien vu faire, quoi. À part des petites individualités de temps à autre, en termes d'équipe, je l'ai pas vu, quoi. Et je trouve ça, je trouve ça super surprenant. Sur un champion du monde, en général, ça tente des trucs, etc. Là,
Pour le coup, je comprends l'aspect surprenant du contraste, mais quand on regarde la composition des équipes avant la course, évidemment que la France et la Belgique, elles se dégageaient déjà par la force collective de ces deux sélections. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a des équipes qui n'ont tout simplement pas pesé sur la course. En vrai, moi, la Grande-Bretagne, j'en attendais pas mal. Et, Ouais, c'est vrai. bon, la Hollande aussi, mais bon, ils ont perdu Van Der Poel, donc c'est encore autre chose. Mais en fait, avec tellement de bourrins et de trucs, je sais pas, Italien aussi. ouais, mais Tu casses je sais pas. une bétiole avec des sacrés gaziers derrière. T'attendais qu'ils fassent la course pour essayer d'avoir un truc groupé au sprint. À la place, on a juste vu Rota qui a fait son attaque et qui a été pressenti pour une médaille pendant un long moment. Mais sinon, Le problème, c'est que Trentin Bettiol s'est battu par les autres sprinters qui sont meilleurs sur les côtes queues en fait. Donc je sais pas. Moi, j'attendais pas grand-chose de l'Italie, sincèrement. Pour l'Italie, il manquait un Nibali à l'ancienne qui aurait été vraiment un coursier qui saute dans les coups et qui dynamite les courses. D'ailleurs, je crois sur les championnats du monde, c'était souvent un acteur de course sur des profils vallonnés. Ça manquait d'un coureur comme ça pour vraiment les voir plus acteurs de la course. Mais perso, on a parlé des autres nations. Il y a l'Australie qui a fait une super course également. Et justement, la 3e place de Matthews vient récompenser à domicile une belle course des Australiens. On a vu du O'Connor, du Hindley, du Plapp aller dans C'est les vrai. trous. Pour le coup, la 3e place de Matthews est totalement méritée au niveau collectif. Et je suis content pour eux. Ça leur fait un beau symbole de la réussite de l'événement et de leur course. Donc bon, si on doit résumer pour ce qu'il s'est passé du côté de l'équipe de France, on va dire que la tactique de vouloir mettre le bordel, on en parlait déjà la semaine dernière, Johan, Geoffrey, Alex nous disaient que finalement l'équipe de France est à peu près la seule équipe ou l'équipe la plus à même d'attaquer, de foutre le boxon. C'est ce qu'on a vu plus ou moins. La tactique sur ce plan-là était la bonne et la seule erreur c'est de pas avoir été suffisamment vigilant, réactif, comme le disait Thomas Vauclair, au moment où Remco Evenepoel se glisse dans le groupe lancé par Quentin Paché. Ouais, si je peux juste revenir sur un moment de la course, c'est justement l'offensive dans le monde Keira, avec un Armira et Sivakov, Bardet super actif. Il me semble que Paché prend également le bon coup. Et derrière, on laisse Cosnefroy et Alaphilippe faire de la patinette à l'arrière. C'était vraiment un super coup tactique. Moi, sur le moment, j'ai vraiment ressenti ça de façon très positive parce que on a forcé du coup Pogacar et Van Aert à faire quelques efforts, prendre des petits relais. Il y a même eu un moment où Pogacar il tente de former une relance et il perd un petit peu de jus comme ça. Alors pendant ce temps-là, Cosnefroy et Alaphilippe étaient derrière en train de se fendre la gueule. On les a vus à un moment donné parler tranquillement tous les deux en détente. Mais dans ce groupe-là, avec Cosnefroy et Alaphilippe, il y avait aussi Evenepoel qui faisait pas d'efforts. Et justement, au moment où on aurait pu penser que la Belgique prenne la chose en main pour ramener Evenepoel sur le groupe devant, où il y avait, même s'il y avait Van Aert, ils étaient que 2 ou 3, et je pense que ramener Evenepoel aurait été une possibilité. C'est l'Allemagne qui prend les choses en main de façon surprenante pour ramener tout ce beau monde sur le groupe Bardet, Sivakov. Et peut-être que ça coûte un petit peu à la stratégie de l'équipe de France, dans le sens où les Belges auraient pu plus s'employer à ce moment-là pour ramener Evenepoel, perdre un peu d'énergie et être un peu moins présent collectivement dans les 100 derniers kilomètres. Mais voilà, c'est la course, les intérêts des nations sont différents et voilà, en tout cas, l'idée était super bonne et c'est juste que voilà, au lieu que ce moment où on a un petit coup d'avance pour le groupe Bardet, ça dure 120 km, ça a duré 40 km peut-être, je sais plus exactement. Oui, ça a été une attaque avec justement, notamment côté Belgique, on avait Wout van Aert et Peter Seri qui étaient dans ce groupe, avec côté français, Valentin Madouas, Pavel Sivakov, Bruno Armirail, Quentin Paché et Romain Bardet, avec certains coureurs qui se sont détachés, notamment Pavel Sivakov, Ben O'Connor également, et qui ont rejoint l'échappée matinale qui était partie en début de course, et le reste de ce groupe qui a été repris par le peloton. Alors c'est vrai que justement par rapport au relais de l'Allemagne, j'avais lu un message sur le forum du groupe Eto qui disait finalement l'Allemagne, si les équipiers allemands ils roulent pas maintenant, ils vont rien faire de la course, donc il y a aussi peut-être ça peut être éventuellement l'explication avec Georg Zimmermann qui était la principale carte, qui a été victime d'une chute et donc qui a pas pu défendre ses chances. Et donc c'est vrai que en imaginant que l'Allemagne ne vienne pas rouler, la situation aurait été tout autre et la France aurait peut-être eu encore un avantage encore plus conséquent. Mais bon,
Comme tu le dis, c'est la course, c'est l'effet de course, il faut s'adapter. Et d'ailleurs, justement, le fait, aussi un point important, sur ces championnats du monde, on n'a pas d'oreillettes, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus les oreillettes sur les mondiaux. Les Français, vous avez trouvé qu'ils se sont bien adaptés justement par rapport à cette situation, puisqu'il faut finalement prendre les décisions un peu par soi-même, en discutant avec les coéquipiers, et on n'a pas Thomas Vauclair qui dit ah, tu fais ça, la situation de course est comme ça. Comment vous les avez trouvés sans ces oreillettes? Je sais. En fait, j'aurais tendance à dire que c'est surtout le briefing de base et l'approche de course de Vauclair qui était, je pense, bien préparé. Et après, quand voilà, il leur a dit à peu près quoi faire, je pense qu'ils ont suivi ces instructions-là. Et après, ils ont l'habitude de courir, donc ils se sont démerdés entre eux. Mais ils m'ont pas paru particulièrement genre brillants dans leur prise de décision ou quoi que ce soit. Mais juste, en fait, voilà, il y a le collectif, ils ont joué avec le collectif et ça s'est bien passé. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça, on va dire quelconque, même si c'est méchant de dire quelconque, mais voilà, j'ai pas noté une prise de décision vraiment intéressante, quoi. Bon, et donc pour conclure sur l'équipe de France, on va dire que, d'après ce que j'en conclus, le bilan est quand même bon avec cette médaille d'argent de Christophe Laporte. Ouais, c'est ça. En fait, oui, il faut quand même préciser qu'on avait quand même eu beaucoup de chance pour avoir la médaille d'argent. Parce que s'il y avait les 4 de devant, ils faisaient pas des conneries, jamais on l'avait. Mais tant mieux, tant mieux. Et ça nous récompense. Mais clairement, ça aurait dû, entre guillemets, se jouer pour la 6e place. Donc. Justement, pour revenir sur la question des oreillettes, peut-être qu'avec les oreillettes, Sénéchal n'aurait pas fait le fameux relais qui pose question pour certains et qui permet de prendre énormément de marge et voilà, tout simplement, il n'y aurait peut-être pas eu ce moment-là, mais avec les oreillettes, jamais les 4 devant se regardent comme ça et laissent revenir le peloton derrière. On les aura avertis que non, faut pas se regarder, faut continuer. Mais simplement, ils n'avaient pas les écarts, je pense. Ou de pas assez récent pour se rendre compte que le peloton, il revient à fort derrière et va les avaler tout cru s'ils s'arrêtent à 1500 mètres, ce qui était une erreur absolument grotesque de leur part. Donc d'un côté, l'oreillette, s'il y a du plus, il y a du moins dans ce que ça aurait pu apporter bénéfiquement à l'équipe de France. C'est la course, c'est ce format-là que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup. Moi, je suis plutôt militant pour enlever les oreillettes. Il y a plein d'autres raisons, hormis l'aspect tactique. Mais voilà, c'est le format de course, c'est comme ça. Quand il n'y a pas les oreillettes, c'est moins calculé. C'est plus dur d'être tout à fait juste sur 250 km. Donc, des fois, il y a des petites erreurs, c'est comme ça. Je trouve qu'au-delà, la réaction du public envers l'équipe de France a été extrêmement dure. Je vois notamment les réactions sur les réseaux sociaux où Sénéchal et Bardet s'en prennent plein la figure. Tu as l'impression qu'ils sont limite à eux deux responsables pour la montée du RN en France à ce stade. C'était assez incroyable. Je suis là, oh les gars, un peu de calme. En plus, ça s'inventait des scénarios, genre, ouais, je sais que Bardet a demandé à Sénéchal de rouler parce qu'il a un ego démesuré. T'en sais rien. C'est incroyable. La réaction était vraiment démesurée. J'ai été assez choqué là-dessus. C'est vrai qu'il peut y avoir des questions à se demander est-ce que Sénéchal n'aurait pas dû ne pas rouler. Mais j'ai envie de dire, après, moi sur le moment, je me suis dit c'est le bon coup, il faut en profiter. Et puis il y a l'écart qui est pas non plus très important, ça va fatiguer Remco Evenepoel. A posteriori, c'est pas le cas. Thomas Vauclair a été extrêmement lucide là-dessus, et là-dessus, vraiment, je lui tire mon chapeau de manière incroyable. Donc voilà, c'est toujours compliqué, et encore plus les réactions à chaud, ça fait beaucoup de mal. Je pense que sur le moment, les coureurs de l'équipe de France devaient se dire que c'était le meilleur show à faire. Alors, ça n'a pas été le cas, mais faut pas être trop virulent, comme tu le dis, il y a des messages, c'est catastrophique un peu, quoi. C'est ça, faut pas trop truc parce que dans le feu de l'action, moi par exemple, quand j'ai vu Madouas qui était en train de faire le forcing pour revenir, je comprenais pas. J'étais en mode oh, c'est bizarre, etc. Alors que dans l'absolu, c'était vraiment la meilleure chose à faire quand tu prends un peu de recul. Donc il y a le ressenti dans le feu de l'action où tu peux faire des erreurs et tout le monde en fait. C'est malheureux, mais c'est normal. Et t'as des actions qui cette fois sont bonnes. Faut accepter qu'il y ait des erreurs. Il y en a, c'est pas parfait ce qu'on a fait, mais il faut les accepter.
Et ça rejoint ce que disait Christophe Laporte, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais bon, C'est ça. au final, on repart quand même avec une médaille d'argent. C'est quand même C'est ça, si on peut faire premier ou deuxième à tous les coups, ça me va. Hein. Bah, disons que c'est quand même la 4e médaille en 5 ans, sachant que si on regarde de 1998 à 2017, on avait eu 2 médailles de bronze. Le bilan est quand même pas trop mal ces dernières années. Bah, justement, la dernière fois que les championnats du monde étaient venus en Australie, c'était en 2010, si je me trompe pas, avec la victoire de Bischoff. Quand Romain Feillu finit 7 ou 8e, 10e. c'est 10e. 10e, pardon. Non, ça doit être Arashiro qui doit finir 8e. 9e Arashiro. Voilà. Derrière le grand Hassan Bazayev, évidemment. Mais voilà, faut pas oublier d'où l'on vient et justement, on doit prendre du plaisir à voir cette équipe de France super offensive, avec des schémas tactiques de course super intéressants. C'est vraiment, on peut être fier d'eux honnêtement et de ce qui a été mis en place par Fauclair. Moi, c'est l'équipe de France que je veux voir et j'espère que ça sera le cas sur les prochaines éditions. Là, la prochaine, ça sera en Écosse. On a eu l'attribution du championnat du monde 2027. Ça sera, voilà, on a de l'avenir avec de super coureurs qui vont prendre le relais de cette génération. Et j'espère vraiment qu'on va continuer dans cette optique. Je sais pas combien de temps va durer le mandat de Vauclair à la tête de la sélection, mais honnêtement, c'est très très positif ce qu'on voit. En tout cas, c'est sûr que l'équipe de France avec Thomas Vauclair, dans sa façon de courir, on peut dire que ça fait quand même plutôt plaisir à voir. Avec aussi, si je puis me permettre, j'y pense par rapport aux 2 dernières années où Julien Lafilippe était le plus fort. La différence qu'on avait cette année, c'était aussi qu'on n'avait pas un coureur qui était ultra favori comme l'était Julien Lafilippe, on n'avait pas un coureur qui était au-dessus du lot. C'était les Belges qu'on attendait dans ce rôle-là avec Wout van Aert et Remco Evenepoel. Donc de fait, ça rend les possibilités, les situations de course un peu plus compliquées, parce que si on n'a pas un coureur qui est au-dessus du reste, il faut jouer davantage tactique. Quelque chose à ajouter ? C'est bon. Je Pour pense moi. qu'on a fait le tour, que au final, quand on pense, enfin moi, les premiers championnats du monde de cyclisme que je regardais, c'était 2013 à Florence. Les Français, enfin, je les ai pas vus de la course, alors que là, c'est la France qui gère la course, c'est la France qui fait flinguer de partout. Enfin, moi, je suis là, mais les gars, on a une excellente équipe, on a une excellente génération, on a des coureurs qui sont offensifs, qui passent à l'attaque, et en plus, il y a des résultats. On peut pas faire premier tout le temps, sinon ce serait trop chiant. Il faut des défaites pour apprécier les victoires. Voilà, exactement. À présent, on va continuer avec la course qui a eu lieu samedi après-midi en Australie et enfin en milieu de matinée pour nous en France. La course en ligne élite dames remportée par Annemiek van Vleuten, la néerlandaise qui est sacrée championne du monde pour la 2e fois de sa carrière sur la course en ligne après 2019. Qui s'impose dans un petit groupe d'une 12aine d'unités qui s'étaient distinguées, qui s'étaient détachées dans les 2 derniers tours de circuit principalement. Alors pour le coup, c'était une course bien différente de celle des hommes, déjà parce que le vainqueur n'est pas sorti à 75-50 puis 25 bornes de l'arrivée, mais aussi parce que ça a été plus tactique avec, là aussi, on a vu des coureuses qui étaient en tête, qui se sont regardées, et derrière, c'est revenu, c'était le cas de Katarzyna Niewiadoma, Liane Lippert, Elisa Logon-Borghini, Cécilie Ludwig et Ashley Moolman-Pasio, qui s'étaient distingués lors des 2 dernières ascensions de Mount Pleasant. Donc là, est-ce qu'on peut dire qu'on était sur une course davantage tactique, sur la course femme ? Je dirais pas plus tactique forcément que la course homme, parce qu'il y a eu quand même de la tactique aussi, mais on va dire que c'est pas la plus forte qui a gagné, au contraire de la course homme. Donc en ça, on peut dire que c'est un peu une victoire tactique. Mais clairement, oui, là, les 5 que tu as cités, c'était elles les 5 plus fortes. Elles se sont isolées les deux remontées du Mount Pleasant. Mais après, elles ont pas roulé. Limite, Cécile Ludwig, j'ai pas compris pourquoi elle voulait pas rouler, sincèrement. Après la dernière montée du Mount Pleasant. J'ai pas compris. Et du coup, j'imagine que ça a dû un peu désorganiser la chasse. Et après, c'est revenu de derrière. Puis c'est revenu quasiment à la flamme rouge avec Van Vleuten qui attaque et qui était quand même encore très fraîche pour placer cette attaque. Mais ouais, c'était une course un peu particulière où c'est pas la plus forte forcément qui a gagné. Mais elle était très forte, hein, néanmoins. Oui, Annemiek van Vleuten, ça reste quand même une coureuse très forte, très solide. Puis, vu sa saison avec Liège-Bastogne-Liège,
elle aussi, comme Remco Evenepoel, avec le Giro, le Tour de France, le Challenge Ceratizit Vuelta. Saison extrêmement pleine. On se demande qui sera le vélo d'or cette année. Ah, chez les femmes, je pense qu'il n'y a pas forcément de suspense pour Annemiek van Vleuten. Après, si on réunit hommes et femmes, il peut y avoir match entre Van Vleuten et Evenepoel. Hein. Oui. Et justement, Annemiek van Vleuten, il y avait aussi un point qui était aussi important, c'est que mercredi, sur le relais mixte, on l'a vu chuter dès sa prise de relais. Chute assez étonnante, on n'a pas trop compris, et même elle ne sait pas forcément trop ce qui s'est passé. Elle a perdu le contrôle de son vélo. Au sein de l'équipe, au sein de la formation néerlandaise, on a dit qu'elle était victime d'une fracture du coude. Alors bon, fracture du coude, être championne du monde, on ne sait pas à quel point c'était fracture du coude. Certains évoquent que ça puisse être seulement un trait de fracture, qui n'est pas la même chose qu'une fracture complète. En tous les cas, elle n'était pas non plus à 100%. Louis, le fait de voir Annemiek van Vleuten l'emporter en n'étant pas à 100%, c'était un peu une surprise ou c'est le fait que elle a bénéficié de fait de course Je sais pas si on peut parler de surprise. Moi, ce qui est sûr, c'est que beaucoup l'ont un peu enterré suite à la chute, alors que pas du tout. Enfin, il fallait absolument pas l'enterrer. Quand on est la cycliste numéro 1, au même titre, par exemple, qu'un Alaphilippe chez les hommes, même si la blessure, la convalescence était différente, même si t'arrives pas à 100%, quand t'es dans les meilleurs cyclistes mondiaux, faut jamais enterrer un adversaire comme ça, à moins qu'il soit forfait, et dans ce cas-là, oui, et c'est mort. Mais non, c'est pas une surprise, bah, voilà, parce qu'elle est numéro 1 et quand tu arrives à prendre le départ d'une course, bah tu lâches rien jusqu'au bout, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, parler de plus ou moins forte, je sais pas sur la course, mais c'est sûr que c'était pas la plus explosive. Les 5 qui ont formé le groupe le groupe majeur du final ont été plus explosifs que Van Vleuten. Mais par contre, pour faire le démarrage qu'elle fait à la Flamme Rouge, faut être super fort. Il y a la comparaison parce que moi, personnellement, j'étais très attentif, pardon, à la course de la Beauce, mais elle a absolument rien pu faire sur l'attaque de Van Vleuten alors qu'elle était dans sa roue. Oui, elle le dit, hein, Juliette Labousse, elle disait en interview après course, c'est elle qui revient un petit peu, il y avait un petit écart avec Labousse, Van Vleuten et Fischer Black. C'est Labousse commence à faire l'effort pour revenir, elle veut justement faire ce qu'a fait Van Vleuten, mais elle avait pas les jambes. Ah ben c'est ça, mais et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'a pas de regret à avoir pour Juliette Labousse. Mais ça montre bien que peut-être que Van Vleuten, ok, elle était moins explosive, mais elle a peut-être une meilleure gestion de sa course. Elle a plus lissé son effort, gardé un peu plus de force. Justement, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle dynamite dès le Mount Keira et même les Françaises l'ont dit, elles s'attendaient à ça. Et ce qui aurait été peut-être préférable pour nous par rapport au profil de la Beauce sur ce genre de course qui est moins explosif. Tout le monde s'attendait à une attaque de Van Vleuten en début de course. Finalement, elle a attendu et elle a mieux géré son effort que ses adversaires. Et cette attaque montre bien à quel point elle était forte et elle va chercher sa victoire. En fait, je pense même que personne, peut-être à part Kopecky qui est assez explosive, personne ne pouvait prendre la route de Van Vleuten et même il aurait fallu être beaucoup plus attentif et avoir des rétroviseurs pour anticiper son attaque. Et encore, je pense que ça aurait été très compliqué. Ah, moi, je pense par contre ça a été faisable de la suivre. Mais le problème, c'est qu'il y avait un différentiel de vitesse au moment où elle les passe qui faisait que c'était compliqué. Donc, comme tu dis, il fallait avoir un rétroviseur. Mais je pense que une Kopecky, même Persico, Liane Lippert, ça pouvait suivre. Hein. Elles étaient pas, pour moi, elles étaient plus fortes que Van Vleuten. Mais Van Vleuten, elle a eu de la chance, pas par rapport à l'arrivée, c'est surtout en haut du Mont Pleasant, où en fait, elle fait le travail pour Marianne Vos encore à ce moment-là. Et en fait, juste à, genre, je sais pas moi, 50 mètres du haut du Mont Pleasant, tu vois Marianne Vos qui s'écroule complètement et qui perd vraiment 10 secondes en 20 secondes, quoi. Et là, tu te rends compte que bah, du coup, Van Vleuten qui roulait sans se retourner à son rythme, elle arrive dans le groupe de Labousse et Liam Fischer-Black, et c'est là où en fait c'est les derniers groupes qui arrivent à rentrer dessus. Donc elle a eu quand même un peu de chance parce que si elle avait choisi de rester avec Vos qui était probablement la leader, et ben elle aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Donc bien joué à elle. Oui, elle a joué malin, on va dire, à savoir bien doser son effort, en pouvant pas peut-être mettre toute sa puissance sur la montée par rapport à ce qu'elle peut mettre d'habitude. Mais ce démarrage dans le dernier kilomètre était extrêmement bien senti, en tout cas, en effet.
Après aussi, alors on l'a dit, le groupe de 5 coureuses qui s'était détaché à 2 reprises dans la montée du Mount Pleasant avec Nivia Doma, Liepert, Longo Borghini, Ludwig et Moulman Passio. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'elles se soient toutes regardées? C'est ce que je disais un peu. Il y a eu, je pense qu'il y en a une qui commence un peu à faire de la patinette. Là, c'était Ludwig. Et du coup, bah, les autres, elles ont le seum. Donc, elles commencent à moins rouler ou rouler en dedans. Puis alors, arrêter de rouler, etc. Et puis, bah, en gros, c'est une mésentente. Hein. C'est classique, hein, c'est le vélo. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment les 5 plus fortes, ça, c'était sûr. Avec peut-être Elie Chabet qui paraissait très forte aussi. Mais qui était toujours juste un petit peu derrière elle. Mais voilà. Donc, ouais, j'ai pas d'autre explication personnellement. Louis, quelque chose à ajouter sur ces 5 femmes? Non, je rejoins ce qui a été dit. Ouais, c'est ça. Le niveau était assez homogène entre les 5 devant et ça a voulu jouer à fais-en moins que celles qui en fait le moins et au final, bah, elles ont perdu toutes les 5. Donc voilà, c'est la course, c'est comme ça. On parlait des oreillettes, c'est le genre de cas où bah, on se méfie pas trop encore de ce qui se passe derrière ou en tout cas on se méfie mais trop tard. Et voilà, c'est ça revenu de derrière et derrière elles ont pas, voilà, elles ont mal géré le final. Mais la situation de course a fait que c'était compliqué aussi de gérer et c'est revenu derrière. Et donc après, pour finir sur la course dames, Louis, tu en avais un petit peu parlé, le bilan des Françaises avec Juliette Labousse 7ème, ça reste un bon bilan par rapport à les possibilités qu'elles avaient. Ouais, c'est ça. Le résultat brut reste correct. Je crois que ça faisait depuis 2016 qu'on n'avait pas mis une fille dans le top 10 de la course en ligne. Donc oui, c'est un bon résultat. En plus, Juliette, elle semblait pas forcément au top de sa forme. Elle a fait avec les moyens qu'elle avait. On sait qu'elle est pas très explosive, donc c'est compliqué pour elle de faire des différences sur ce genre de côte trop brute, trop pentue, trop courte. Par rapport aux autres filles, on parlait de Cécile Ludwig, qui est pour le coup une vraie puncheuse, et on l'a vu sur le Tour de France Femmes. Donc le résultat de Juliette est bon. Ensuite, au niveau collectif, on a vu une équipe de France actrice de la course. Elles étaient 5, je crois, pour la première fois depuis assez longtemps, grâce aux bons résultats du cyclisme féminin cette année. Donc on avait un quota de plus par rapport à l'an dernier. Et on a vu des filles offensives. On a Elles vu étaient 7 même, au 7, départ. 7, pardon. Oui, oui, c'est ça, 7, pardon. Et on a vu Aude Biani, Coralie Demey, qui ont été vraiment dans les coups au début. J'ai bien aimé la course de Marie Lenette également. Elle a été présente aux côtés de Evita Music et Juliette assez longtemps. Et je trouve que son travail a été plutôt satisfaisant. Par rapport peut-être qu'à Evita Music, qui a pas réussi forcément, j'ai l'impression, à influencer, à mettre sa pierre à l'édifice. Elle a été là, mais elle se fait lâcher. On a senti qu'il y avait de la fatigue dans cette fin de saison, donc c'était compliqué. Mais voilà, l'équipe de France fait plutôt une bonne course en tout cas. Bon voilà, là aussi un bilan positif avec en effet ce premier top 10 pour les Françaises depuis 2016. C'était à l'époque Roxane Fournier qui avait pris la 6ème place sur le parcours de Doha. On va terminer en évoquant rapidement également les courses espoirs et juniors. Alors pour vous donner tous les résultats, on a eu chez les juniors femmes Zoé Bachstedt qui a fait un numéro en partant dès le premier tour et s'imposant en solitaire avec 2 minutes d'avance sur une Française, Églantine Raillet, qui remporte la médaille d'argent. Chez les juniors hommes, c'est l'Allemand Emil Herzog qui s'est imposé dans un petit sprint à 2 face à Antonio Morgado. Chez les espoirs femmes, alors c'était course mélangée avec les élites femmes, on en avait parlé la semaine dernière, c'est Nayam Fleischer-Black qui remporte le titre en étant la seule coureuse U23 dans le groupe de tête. Et enfin, chez les espoirs hommes, la victoire du Kazakhstanais Yevgeny Fedorov, qui devient le premier champion du monde espoir à avoir déjà couru un grand tour, puisqu'il sort du Tour d'Espagne qu'il a couru il y a quelques semaines. Louis, déjà, toi qui as suivi toutes les courses, laquelle t'as le plus enthousiasmé parmi ces courses de jeunes? En fait, j'ai envie de dire forcément la course junior femme parce qu'on a Églantine Raillet qui va chercher une 2e place qui récompense sa très bonne course et l'impressionnante démonstration qu'elle a pu montrer dans les bosses, notamment dans le dernier tour où elle a repris un paquet de concurrentes qui étaient parties en contre-attaque devant elle. Cependant, cette médaille, elle est très belle et on a également le cas sur la course espoir homme et junior homme, des petits regrets pour l'équipe de France parce qu'on avait un bon collectif. L'équipe de France, c'est sur les 3 courses, s'est retrouvée en surnombre dans le final
avec que ce soit pour les juniors hommes, Paul Magnier, Thibaut Gruel. Chez les espoirs, on avait du Bastien Tronchon, du Romain Grégoire, et j'ai le Paul dernier Penouette. Paul Penouette, voilà. Les Français étaient souvent en surnom, mais dans le dernier tour, les décisions prises n'étaient pas forcément les bonnes. Alors, faut pas leur tomber dessus. Ce sont des jeunes coureurs, ils ont tout à apprendre. Et honnêtement, je préfère qu'ils se foirent à ce moment-là, dans leurs années de jeunes, que dans 10 ans, quand ils seront en train de jouer le championnat du monde élite. Voilà, ils sont en apprentissage. C'est sûr, il y a des petits regrets parce qu'il y a des meilleurs résultats à aller chercher que par exemple, je crois que Paul Penouette fait 7e. Huitième. Thibaut Gruel doit faire 8e, Thibaut Gruel doit faire 5e, quelque chose comme ça. Paul Magnier 4e. Paul Magnier, c'est ça, Paul Magnier 4e. Thibaut Gruel, il y a c'est des le plus petits- fort, mais c'est Magnier qui a sprinté. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des petits regrets collectifs, même au niveau de la course junior femme. Quand on voit l'impression que dégageait Églantine Rayet, c'est dommage que les Françaises qui étaient 5, justement, c'est là où elles étaient 5 et pas dans la course élite. Et c'est dommage qu'elles aient pas un petit peu contrôlé l'écart derrière Backstep. Enfin, moi, je trouve qu'on avait peut-être quelque chose à faire, mais c'est toujours plus facile à dire après la course, parce que Backstep était quand même assez impressionnante et quand on la voit partir, on se dit qu'elle va écraser tout le monde. Finalement, elle gagne qu'avec 2-10 d'avance, il me semble. Il y avait peut-être moyen de contrôler, sachant qu'Églantine Rayet avait 4 coéquipières pour essayer de rouler, dont certaines dont je trouve pas eu assez d'importance dans la course. J'ai plus les noms en tête, mais il y a vraiment que Alizé Rigaud qui m'a fait une super impression dans les 2 derniers tours. Et pour moi, il y avait peut-être moyen de stabiliser un écart, aller une 10, une 30, et puis de garder l'espoir de pourquoi pas aller chercher Backstep dans le dernier tour. Mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment impressionné par Églantine Rayet dans le dernier tour. Son punch sera vraiment à suivre les prochaines années. D'ailleurs, elle signe dans la formation DSM. Elle devient professionnelle à partir de 2023. Donc voilà, c'est un super potentiel pour l'équipe de France. Et elle rejoint dans cette équipe une autre Française, à savoir Juliette Labousse, qui est un petit peu modèle en termes de coureuse grimpeuse française. Et également Léa Curigné, qui est une autre Française dans l'équipe. Donc elles seront 3. Et ouais, voilà, faudra garder un œil sur Églantine Rayet pour les années à venir. Alors justement, par rapport à la course junior femme, faut aussi préciser quand même aussi que Zoé Bachstedt, il y a aussi une question de gabarit un petit peu qui rentre en compte. Elle a un gabarit beaucoup plus imposant que ses concurrentes, ce qui joue forcément sur des coureuses aussi jeunes. Elle a davantage développé musculairement et surtout sur un parcours où il y avait beaucoup de plats, ça compte. Après, pour revenir sur un peu tes inquiétudes, c'est un grand mot, mais petit regret, notamment sur la course espoir homme, on avait, je crois que c'était Bastien Tronchon qui expliquait que l'objectif était de miser sur Romain Grégoire, mais que Romain Grégoire n'avait finalement pas d'aussi bonnes jambes qu'espéré. Donc là aussi, le plan tactique un petit peu retravaillé, c'est des faits de course, mais en tout cas, voilà, il y a de belles promesses pour l'avenir. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé, vu de ces courses jeunes? Moi, j'ai adoré la course junior homme, que j'ai trouvé très intéressante, avec du coup Morgado et Herzog qui étaient très très forts. Morgado qui part un peu plus loin, Herzog qui lâche tout le monde dans la dernière côte. Franchement, c'était une course très cool, et avec les Français qui étaient acteurs, du coup, Gruel et Magnier, qui ont pas réussi à faire le podium, mais franchement, j'ai beaucoup aimé suivre cette course en replay, mais vraiment très cool. Voilà. Pour ma part, je dormais pendant cette course, donc je l'ai pas regardée, mais t'es pas le premier à dire qu'elle était très intéressante, donc je sens qu'il va falloir que je me la regarde. Puis le sprint final était quand même très... Enfin, je trouve que il était très très beau. Visuellement, je trouve qu'il était, je sais pas, vu qu'ils ont les braquets limités, ils moulinent très très fort. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Oui, cette vidéo du sprint final où on les voit les deux sur la même ligne, à pédaler, à sprinter en même temps, et finalement c'est le Portugais qui craque le premier. C'est une belle image, quoi, une image assez marquante. Et ben voilà, écoutez, avec tout ça, on a fait le tour de tous ces championnats du monde 2022 qui étaient organisés en Australie, à Wollongong. Heureusement, on n'a pas eu d'attaque de pied lors des courses. Il y en a eu quelques-uns qui se sont fait avoir à l'entraînement, mais heureusement, pas lors des courses. Voilà, donc... C'est l'Australie, il faut faire gaffe à la faune. En effet. Alex, Théo et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour faire le grand débriefing de ces mondiaux. Pour le prochain podcast, on se retrouvera autour du Tour de Lombardie qui arrive d'ici 2 semaines à peu près.
Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate!